Le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec tous nos amis autour de la table. Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning, Alex. Io n'apporte. C'est du hongrois, on va comprendre pourquoi. Vous avez lu mes relances, je crois. Axel de Tarlet qui zoome sur l'écho. Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin ses secrets politiques. Et Anne Le Gall qui innove. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. On commence avec l'écho, Axel de Tarlet et Facebook qui franchit la barre des 30 millions d'utilisateurs actifs en France. Ça veut dire tout simplement que quasiment la moitié de la population française utilise régulièrement Facebook. Oui, c'est assez incroyable. En fait, Facebook, c'est devenu le petit chez-soi numérique de chacun. Donc on y retrouve, on le sait, ses amis, sa famille. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plus que ça. C'est-à-dire que pour beaucoup, Facebook, c'est devenu leur page d'accueil, c'est-à-dire que c'est depuis Facebook qu'on va aller voir une vidéo sur un artiste, un reportage ou un résumé de match de foot. C'est depuis Facebook qu'on va aller lire un article sur leséchos.fr, l'équipe.fr ou écouter sa radio préférée, par exemple europe1.fr au hasard. Vous dites une page d'accueil, ça veut dire qu'on passe plus forcément par Google pour accéder aux médias ou pour faire une recherche. On peut passer par Facebook. Exactement, et c'est ça le grand enseignement que je trouve passionnant dans cette affaire. On a longtemps dit que Google, vous savez, avait conquis une monopole, que c'était devenu l'aiguillage incontournable d'Internet. C'est pas vrai. Aux États-Unis, il y a une étude qui a montré cet été que Facebook apportait plus de trafic vers les médias que Google. Et si vous regardez en nombre de vidéos vues, eh bien, Facebook fait quasiment aujourd'hui jeu égal avec YouTube, qui est la filiale de vidéos de Google. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de monopole sur Internet, tout va très vite, aucune position n'est acquise. Un jour c'est Google, il y a de la place en fait. Aujourd'hui c'est Facebook, demain ce sera un autre site. Pas de monopole sur le web. Eh ben, je trouve ça très réconfortant. Moi, je trouve que c'est très bien Alex. fait pour Google, parce que comme c'est américain, quand on tape mon nom, Alex Taylor, comme c'est la plus grande stripteaseuse américaine, ma carrière est fichue parce que c'est marqué toujours Alex Taylor dévoile ses seins. Non, alors c'est faux. Donc c'est bien fait pour Google. Allez voir ça plutôt sur Merci Facebook que sur Google. Justement, voilà. Alex, il y a quelques mois, Alexandre Cara, là je me tourne, on va parler politique. Il y a quelques mois, l'UMP était au bord de la faillite. Pour les Républicains, ça c'est l'info que vous nous délivrez ce matin, ça va mieux, financièrement ça va mieux. Bah oui Thomas, je vous rappelle un peu la situation. On a quitté l'UMP au début de l'année avec 74 millions de dettes, un siège que certains voulaient vendre, bref, un parti au bord de la faillite. 9 mois plus tard, pour les Républicains, ça va beaucoup mieux. Le parti a déjà remboursé 5 millions d'euros aux banques et en plus il commence à rembourser aussi un prêt qu'il avait pris auprès du groupe LR, donc les Républicains, à l'Assemblée nationale. Ex-UMP. Ça veut dire quoi, Alexandre, que tout le monde a dû se serrer la ceinture, j'imagine, hein? Oui, à tel point que cette année, les Républicains ont déjà prévu 1 million d'euros d'économies. Alors, je vous donne quelques exemples. Mais ils rognent sur quoi? Par exemple, il y a quelques semaines, il y avait des déplacements de Nicolas Sarkozy à l'étranger. Comme d'habitude, un certain nombre de gens ont voulu l'accompagner, des cadres de les Républicains, il va falloir s'y faire, ont appelé. Le trésorier Daniel Vasquel est passé par là et il a annulé tous les billets. Je vous donne un autre exemple. Vous savez qu'il y a des cotisations d'élus dans les partis. C'est-à-dire qu'il faut reverser en moyenne 5% de son indemnité. Oui. Jusqu'à présent, au bureau politique des Républicains, il y avait seulement 20% de personnes, d'élus, qui donnaient cette cotisation, qui acquittaient cette cotisation. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien simple. Désormais, plus de cotisation, plus de responsabilité, plus d'investiture. Donc, 100% des élus payent leur cotisation. Il y avait quelques noms inconnus. Je crois que Rachida Dati, notamment, avait été épinglée pour ne pas payer ce qu'elle devait aux Républicains. Bon, les économies, d'accord, Alex. Mais comment expliquer un rétablissement si rapide des finances du côté des Républicains? L'une des principales ressources, ce sont les dons. Et imaginez que dans ce domaine, Nicolas Sarkozy, il y a un effet Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'au 20 juillet dernier, au 20 juillet 2015, les Républicains ont récupéré autant de dons que sur toute l'année 2014. À tel point que les Républicains ont l'intention prévoient cette année de faire 10 millions d'euros d'excédent. Alors sur ces 10 millions d'euros d'excédent, bien sûr, plus de la moitié seront consacrés à rembourser la dette et le reste à préparer déjà, évidemment, la présidentielle. Et la primaire qui, j'imagine, va avoir un coût. On est malgré tout face à un parti politique qui reste très endetté. Oui, à la fin de l'année, on aura encore plus de 60 millions d'euros de dettes. Donc, a priori, le remboursement total est prévu. Le retour à l'équilibre, ça va faire plaisir à Axel, est prévu pour 2022, donc dans 2 présidentielles. Dans 2 élections présidentielles. Oui, Axel? Non, je vois qu'il n'y a pas que les entreprises qui peuvent faire des déficits. Voilà, les partis politiques aussi. Il n'y a pas que les entreprises qui peuvent faire des économies. Voilà. Les partis sont des entreprises comme les autres. Alex Taylor, il y a une polémique en ce moment sur la façon de parler des migrants à la télévision hongroise, et c'est pas anodin, parce qu'évidemment la Hongrie est au cœur de ce problème des migrants en ce moment. Oui, depuis 2 jours, on ne voit que ça. Alors, en début de semaine, les journalistes de la principale chaîne d'État, Magyar
One ont reçu la consigne de leur direction de ne pas diffuser des images dans leur reportage sur les migrants où l'on voit des enfants. Eux disent que c'est pour protéger les enfants, mais beaucoup de journalistes commencent à fuiter et dire que c'est pour éviter une trop grande sensibilisation des Hongrois. Mais c'est pas la première fois que le gouvernement de Viktor Orban a des problèmes avec les médias. Hein. Non, c'était une de ses toutes premières lois en 2010, quand il est arrivé au pouvoir, c'était de ficeler les médias. C'était très critiqué par Bruxelles. Vous savez que c'est l'un des principes fondamentaux de l'Union européenne, la liberté des médias. Depuis, il n'a pas cessé de décourager les quelques médias indépendants qui restent par des taxes sur la pub. Il a même proposé une taxe sur Internet, proposition qu'il a seulement retirée quand 100 000 Hongrois sont descendus dans la rue. Il y a un autre problème, en fait, c'est comme personne n'a un correspondant sur place en temps normal. Oui. Tout le monde s'est rué donc, sur Budapest, comme vous avez dit, pour montrer les barbelés. Les 175 km de barbelés à la frontière avec la Serbie. Et pour montrer ce qui se passe autour de la gare depuis 2 jours. Mais comme la presse hongroise n'en parle pas, et en temps normal, on ne sait pas, par exemple, qu'il y avait la semaine dernière, aussi avant l'arrivée des autres journalistes, une très grande manifestation de solidarité à l'envers des immigrés. J'ai regardé, par exemple, ce matin, la presse hongroise. Toute la presse européenne parle de ce qui se passe donc dans la gare de Budapest, sauf la presse hongroise. Même un journal de centre-droit comme Népszabadság, ça s'appelle, consacre sa une aux adieux d'un directeur d'un lycée de Budapest. Alors, le problème, c'est que la Hongrie va devenir une espèce de trou noir, à nouveau, quand les médias étrangers vont partir, parce que les médias sur place ne parlent pas de ce qui se passe non plus. Donc, en temps normal, aucune information ne va fuiter. Et ça, c'est grave pour l'Union européenne. Vous feriez l'analogie, vous, entre Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, et Vladimir Poutine, dans sa façon de communiquer, d'essayer de contrôler un peu les médias ou pas? C'est très différent, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que nous, on ne sait pas ce qui se passe en Hongrie, parce que déjà, si les médias hongrois sont les seuls à ne pas parler de ce qui se passe autour de la gare de Budapest, c'est quand même grave. Parce que normalement, comment nous on sait, c'est parce que les gens regardent sur les journaux, mettent tout ça dans Google Translator, et puis ça 2 jours après, tous les matins. Voilà, c'est ça. Vous ne parlez pas hongrois, donc. Vous avez compris la façon dont j'ai prononcé Népszabadság. Mais j'ai une copine hongroise qui m'a entraîné à le prononcer. Hein. Népszabadság, ça veut dire bonjour. Non, ça c'est Yonapot. Le journal s'appelle Népszabadság. Bon, on va innover. On va continuer à innover avec Anne Le Gall tout de suite. Annoncer que la cuisine et la chimie vont très bien ensemble. Hein, et des chercheurs écossais disent qu'ils ont mis au point la glace qui fond moins vite au soleil. Voilà, fini le cornet de glace poisseux qui dégouline sur les doigts et les chaussures. Des chercheurs de l'université d'Édimbourg et de Dundee ont créé la crème glacée qui tient debout même quand il fait chaud. Donc elle reste gelée plus longtemps. C'est très sérieux. J'ai ici la publication scientifique en anglais. Alors évidemment, ça défie un peu les lois de la nature, tout ça. Ils ont changé quoi dans la recette pour que la glace ne fonde pas? Alors ils ont simplement ajouté un seul ingrédient, un nouvel ingrédient. C'est une protéine appelée BSIA. C'est une protéine qu'on a découvert récemment et qui est issue d'une bactérie, m'a expliqué Christophe Lavelle, qui est biophysicien au CNRS. Alors il se trouve que dans l'alimentation, non seulement cette protéine a le pouvoir d'émulsionner la glace, comme toutes les protéines, donc ça la rend onctueuse, sans cristaux, sans grumeaux, mais en plus elle joue un rôle de bouclier contre l'air ambiant, donc contre la chaleur. En gros, c'est comme si cette protéine créait un film protecteur autour des molécules contenues dans la glace. Et donc, du coup, la glace fond moins vite, c'est ça? Et ben voilà. Alors, je suis, quand même. Et oui, alors c'est vrai qu'il y a des chefs cuisiniers spécialistes de la biologie moléculaire, de la cuisine moléculaire, qui ont déjà mis au point des recettes de glace qui ne fondent pas même quand on les flambe, mais ça restait jusqu'ici très confidentiel. Et là, avec cette découverte écossaise, eh bien, la glace qui met du temps à fondre pourrait devenir un produit grand public d'ici 3 à 5 ans. Il faut en fait que... Non, il faut juste que d'ici là, cette protéine en fait passe les tests sanitaires pour devenir un nouvel additif alimentaire. Alors, c'est très bien pour les glaces, mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser plutôt pour l'Arctique aujourd'hui qu'ils font? Voilà une molécule qui pourrait être utile vu ce qu'on est en train de vivre. Non, malheureusement non, puisque la protéine a le pouvoir de faire tenir ensemble la graisse, l'eau et l'air, mais dans l'Arctique, on n'a que de l'eau. Bon, on aura déjà des glaces plus onctueuses. Ça ne marche pas pour les sorbets en fait, en réalité. Non. Il n'est pas gourmand, c'est ça. On se rend compte qu'il n'est pas du tout gourmand, Alexandre Carra. Merci les amis, on se retrouve demain à 7h15 pour le kiosque.